Très brièvement, l'idée de cette table ronde, c'était de s'inscrire plus généralement dans la façon dont on a souhaité que ce congrès valorise les savoirs universitaires, mais dans tout leur prolongement. Alors, on a commencé l'après-midi avec une table ronde autour des think tanks, qui est une prolongation du savoir universitaire. Et on l'a clos, et je trouve que c'est très naturel, avec une table ronde cette fois-ci qui est consacrée à la façon dont la presse travaille sur les Amériques, et comment la presse se nourrit de ce savoir universitaire, comment parfois elle peut l'ignorer, et aussi, puisqu'on est dans un rapport à la fois nord-sud et est-ouest, et qu'on sort à l'instant d'une table ronde sur les populismes, comment cette presse traite de sujets qui sont de plus en plus difficiles parce que, et on peut le constater, alors là, c'était l'américaniste qui remet sa casquette, aujourd'hui, il y a un assaut massif, concerté, déterminé contre la presse aux États-Unis. Et il est très clair qu'on a des symptômes équivalents au Sud, et on a souhaité simplement pouvoir discuter avec des journalistes sur la façon dont eux rencontraient des difficultés, s'il y avait une pratique différente vis-à-vis de nouveaux phénomènes politiques qui émergeaient, et puis de les faire se rencontrer autour des questions justement à la fois de déontologie et des questions très très précises qu'ils peuvent éventuellement comparer avec les pratiques de leurs collègues qui, eux, couvrent l'Europe ou la France en particulier depuis Paris. Donc Christine, qui a eu finalement le travail le plus important d'identifier, de recruter avec quelqu'un qui aurait souhaité être là cet après-midi, mais il est en Bolivie pour couvrir les élections, qui est Gilles Biasset du journal La Croix. On a travaillé tous les trois avec Christine et Gilles sur la conception de cet atelier, et on va laisser Christine vous présenter les intervenants. Merci Vincent, merci à tous de rester un peu tard un vendredi soir, mais on est très très contents pour une fois de pouvoir donner la parole à des journalistes et donc de les voir eux, de les entendre eux, plutôt que de les voir dans leur rôle habituel qui est celui de donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc je vais vous les présenter. On est en train d'attendre André Igneto qui est dans un Uber et qui arrive, qui est en route, qui a travaillé pour Estado de São Paulo et qui nous racontera ce qu'il fait aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par Axel Gilden qui est tout à fait à ma gauche, qui travaille pour l'Express. Ensuite, on écoutera Harim Lipold, qui est à RFI, Xavier Martinet, qui est à France Culture. Donc ici, on a des personnes pour lesquelles on connaît en général bien les voix, puisque ce sont des journalistes de la radio, et on a aussi évidemment des journalistes de la presse écrite. Et à ma droite, Frédéric Autran, qui est à Libération. Et donc je propose de donner la parole à Axel Gilden. On s'était donné 3 axes, 3 possibilités de grandes questions à couvrir pour cette table ronde, qui est d'une part, qu'est-ce que ça veut dire dans votre quotidien, dans votre pratique de tous les jours de couvrir, alors soit les États-Unis, soit l'Amérique latine, quelle est votre pratique aussi. Et la deuxième question avec laquelle on peut commencer, ce serait de voir quelle est l'approche que vous avez pour des médias dits traditionnels par rapport aux nouvelles formes médiatiques, au nouveau support, au niveau réseau qui se développe, et donc qu'est-ce que ça change dans vos pratiques quotidiennes. Axel ? Oui, donc effectivement, j'ai couvert l'Amérique latine pour Le Point, d'abord de 95 à 2000, et je continue à le faire de manière sporadique, et puis maintenant à l'Express depuis quelques années, l'Amérique, plus exactement les États-Unis. Moi, je comptais plutôt répondre à la question de quelle était la difficulté qu'on rencontre dans notre pratique. Et la première difficulté que, personnellement, j'ai rencontrée dans ma pratique de journaliste, elle n'était pas sur le terrain, elle était plutôt en France, en réalité. Je vais prendre 2 exemples. L'un qui est le Venezuela et l'autre qui est l'Amérique de Trump. Alors, pour le Venezuela, qui est un pays que j'ai connu avant Chavez, qui est un pays qui était déjà très problématique, inégalitaire et corrompu.
J'ai vu l'ascension de Chavez, que j'avais d'ailleurs rencontré lors de sa campagne, j'avais été chez lui, et j'ai vu ce pays évoluer et prendre un tour assez préoccupant, me semblait-il, mais c'est pas scientifique, on est journaliste, donc on travaille de manière empirique et sur des choses ressenties et vues, en voyant effectivement des pratiques qui me paraissaient, moi, en tant que venant d'une culture que je qualifierais de social-démocrate, assez inquiétante, d'intimidation de la presse, de désignation d'ennemis par le président de la République à la télévision, de politisation d'administration et d'entreprises pétrolières, et puis plus récemment, pas tellement récemment d'ailleurs malheureusement, d'exécutions extrajudiciaires. Et assez rapidement s'est posé la question de à quel moment est-ce qu'on parle de dictature. Voilà. Donc moi je crois pouvoir dire que j'ai certainement été un des premiers à franchir le pas, et très peu suivi, me semble-t-il d'ailleurs. Et la question que je me pose, c'est à partir de quel moment, et là je crois que le rapport de l'ONU est sorti récemment qui parlait de 18 000 exécutions extrajudiciaires, je ne sais pas si c'est sur un an ou c'est sur 10 ans, mais c'est quand même, d'une part, pas tout à fait autant que les morts de la dictature argentine, mais déjà un peu plus que ceux de la dictature chilienne, et à mon avis aussi beaucoup plus que ce qu'on a pu constater, par exemple, dans le Brésil actuel, d'un sinistre personnage, bien sûr, mais quand même élu démocratiquement. Et alors, à quel moment est-ce qu'on dit ça, on écrit ça, et à quel moment on est suivi en quelque sorte, et on est comment dirais-je, on vous regarde, voilà, sans qu'on préjuge de votre intention politique malsaine en quelque sorte. Voilà, ça c'est une première chose. Pour ce qui est de l'Amérique de Trump, j'ai une autre observation. Comme tout le monde, j'ai été extrêmement abasourdi par l'élection de Donald Trump lorsqu'il a été élu, et le premier réflexe en tant que journaliste, et en tant que même citoyen, enfin tout le monde a eu le même avis, on a vraiment loupé quelque chose. Donc, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va peut-être aller parler aux républicains, parce que en fait, ils sont à la Maison-Blanche, ils sont au Congrès, et c'est eux qui ont le pouvoir. C'est la première chose que je me suis efforcé de faire, et en allant parler d'une part, en allant parler à des élus, aussi en allant rencontrer les électeurs de Trump. Et là, encore une fois, c'est pareil. C'est-à-dire comment est-ce qu'on parle des électeurs de Trump sans comment dirais-je, sans virtue signaling, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sans montrer que on trouve qu'ils sont complètement stupides. Et non, avec la même empathie qu'on irait rencontrer un électeur de Chavez, il faut écouter ce que les gens ont à dire, et c'est ce que je crois. Il faut faire. Et là, encore une fois, et plus exactement dans un exemple plus récent où on a eu comment dirais-je, le privilège, j'ose pas employer ce mot, mais enfin en tout cas, l'Express a été le premier journal à publier une interview de Steve Bannon, assez longue, et de la même manière, et y compris au sein de mon propre journal, quand j'avais décroché ça, on m'a regardé un peu de travers. On s'est dit, mais es-tu bien raisonnable? Et je pense que oui, je pense que c'est notre boulot, de la même manière que sans citer des personnages encore plus terribles de l'histoire du XXe siècle. Je me contenterais de parler de Mussolini, mais s'il y en avait une interview de Mussolini, je pense qu'il aurait fallu la faire. Voilà. Donc c'est principalement ces deux écueils, je trouve, qui sont un peu difficiles, parce qu'évidemment les journalistes sont très critiqués, alors on les accuse de mille intentions, mais notre boulot c'est quand même d'aller voir la diversité. Et dans la diversité, bah oui, il y a les républicains, effectivement. Il y a les républicains. Et là, je trouve qu'on continue à faire la même erreur. On se réfère, alors il y a le New York Times, il y a Politico, il y a tout un tas de médias qui sont très bons d'ailleurs, mais il faut quand même écouter un peu les autres, quoi. Voilà. Une question provocante pour l'ensemble d'entre vous. On est beaucoup à s'être trompé parmi les universitaires sur la prédiction de l'élection de 2016. On s'est raté. Mais au moins, il y a une chose, c'est que dans la communauté des politistes, beaucoup d'entre nous avons tenté au moins de faire un post-mortem en disant pourquoi on s'est trompé, où est-ce qu'on s'est trompé, quels sont les indicateurs qu'on a loupés. Est-ce que il y a une capacité de réflexivité dans la presse française, quelle qu'elle soit, de dire voilà, il y a un événement, on a loupé un ou deux trucs. Alors, l'explication simple, c'est que
on s'est fait entuber par les mauvais experts qu'on a interviewés, où ils se sont trompés, donc on nous a trompés. Est-ce qu'il y a eu une tentative de réflexion, justement, par exemple, par rapport, après l'élection de Donald Trump, sur la façon dont vous avez couvert l'événement? Donc, moi, à l'époque de l'élection, j'étais correspondant aux États-Unis, donc je l'ai vraiment vécu en direct et en pleine nuit. Je voudrais juste nuancer une chose quand on dit que tout le monde s'est trompé, c'est-à-dire que on parle d'une élection qui, au final, se joue à 80 000 voix dans 3 États. Donc, à très peu de choses près, et après on pourrait parler de la façon dont le système politique américain fonctionne, la façon dont les républicains l'ont aussi constitué pour se favoriser. On pourrait parler du redécoupage électoral. Bref, il y a plein de raisons qui expliquent aussi ça, mais je pense qu'on s'est certes trompé dans le sens où personne n'avait vraiment vu venir l'élection de Donald Trump, mais à quelques voix près, on ne serait pas du tout en train de parler de Trump. Hillary Clinton serait présidente, on n'aurait pas assisté à ce à quoi on assiste depuis 4 ans. Donc l'erreur était là, mais elle était quand même relativement modérée. Et juste, pour parler de Libération, à l'époque, on a eu la discussion de quelle une on fait pour le jour de l'élection, c'est-à-dire le mardi. Et évidemment, on avait 2 possibilités. On pouvait soit faire la une sur la victoire annoncée d'Hillary Clinton, historique, la première femme présidente, ou s'interroger sur la possibilité que Donald Trump gagne. Et c'est cette seconde option qui a été choisie, puisque la une de ce jour-là était intitulée « Le grand flip », avec une photo en filigrane de Donald Trump. Donc c'est aussi pour nuancer le fait qu'on n'était pas non plus totalement dans les choux. Après, pour rejoindre Axel, je pense que la difficulté qu'on a, nous, et qui est aussi propre à l'Amérique, c'est que c'est un pays immense, extrêmement compliqué, avec un système électoral relativement incompréhensible, et que tout fonctionne assez en silo, et que vous passez 3 jours avec Bernie Sanders en campagne à l'époque des primaires, ou 3 jours avec Hillary Clinton, et vous avez l'impression qu'il y a une énergie fabuleuse, et puis après vous allez faire un meeting de Trump, et vous vous dites c'est pas possible, il va gagner, mais parce que on est dans des régions différentes, et du coup c'est assez difficile avec le manque de mixité auquel on assiste dans la campagne, dans les meetings politiques, que ce soit la primaire ou l'élection générale, ou même les conventions, de finalement se faire une idée. Et notre erreur a probablement été de se reposer beaucoup sur les sondages. Et je pense que pour répondre à la question de Vincent, une des leçons qu'on a pu tirer, c'est de tenir beaucoup moins compte aujourd'hui et depuis quelques années des sondages. Et je pense que c'est une leçon qu'il faut vraiment garder en tête pour la couverture de la présidentielle de 2020, qui va à nouveau être très compliquée. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est-à-dire qu'on est confronté à des équations politiques qui restent difficiles à déchiffrer, à des sondages qui nous indiquent à la fois que Donald Trump serait battu par n'importe quel candidat démocrate, mais en même temps il conserve une popularité absolument incroyable dans le camp républicain, et donc on va devoir faire la part des choses entre ces 2 réalités, et je pense qu'il faudra rester extrêmement prudent, et après oui, continuer à aller évidemment voir les électeurs de Trump, mais moi j'ai le sentiment qu'on l'a fait pendant la campagne de 2016, qu'on n'ait pas senti que la bascule allait se faire, c'est une réalité, mais on n'a pas passé notre campagne à aller voir que des électeurs démocrates, et voilà, après, c'est difficile. Alors pour essayer de pas trop se focaliser d'emblée sur Trump, peut-être revenir et en donnant la parole à Rimly Pold sur les difficultés, c'est à qui on donne la parole aussi quand on couvre les États-Unis ou l'Amérique latine. Donc quelle est votre pratique quotidienne? Mais vous avez le droit de parler de Trump aussi, si. Oui, justement, le débat pour nous, c'était aussi combien de Trump à l'antenne. C'était le débat post-électoral. Je pense que dans un premier moment, on a parlé beaucoup de Trump, on a parlé trop de Trump, on a parlé de tous les tweets. Tous les tweets faisaient objet d'un article, d'un papier, et on est un peu revenu là-dessus. Et je pense qu'on a tous maintenant un sens, en tout cas chez nous, un sens critique, comment on traite Trump, mais c'est un problème qui concerne effectivement tous les journalistes. Il n'y a qu'à voir l'excellent documentaire sur le New York Times et la couverture du New York Times de l'année Trump, de la première année de Trump au pouvoir. On voit que les journalistes ont les mêmes interrogations et les mêmes difficultés. Je voudrais d'abord parler d'une chose qui peut-être pas forcément visible pour les auditeurs, mais c'est-à-dire d'abord cuisine interne, comment vendre les Amériques. Parce que nous, on a
on est en concurrence au service international avec toutes les autres régions. Il y a l'Europe où se passe énormément de choses, Moyen-Orient aussi, pour RFI évidemment, l'Afrique. Donc nous, c'est vrai que, on va dire, les États-Unis, ça marche assez bien. Donc merci Donald, ça marche assez bien. C'est même nous, des fois, au service qui devons calmer un petit peu les ardeurs de certains rédacteurs en chef en nous disant non, là, on va attendre, on va pas, voilà, on va se calmer un petit peu. Donc notre souci, c'est plutôt de vendre entre guillemets l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, où se passe énormément de choses. C'est un continent que je trouve qui est où l'actualité est vraiment très chaude depuis un certain moment. Malheureusement, dans notre rédaction, dans les débats quotidiens, dans la conférence de rédaction quotidienne, il faut vraiment œuvrer pour dire attention, il y a l'Équateur, il y a le Nicaragua, il n'y a pas que le Venezuela. J'ai l'impression qu'en France, mais en Europe aussi, on a la place que pour un pays d'Amérique latine. Donc le Venezuela, à un moment donné, on a beaucoup parlé. La situation continue comme il y a un an, sauf on en parle moins, alors que la situation même s'aggrave. Ensuite est venu après le Nicaragua, on en a parlé pendant quelques mois, ensuite on n'en parle plus. Alors qu'il y a en ce moment l'Équateur qui est dans une situation compliquée, le Honduras aussi, où le gouvernement est contesté par la rue. Donc il y a beaucoup de choses, de foyers, on va dire, de contestation. Mais nous, voilà, à RFI, on a du mal à les vendre à l'antenne. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, concernant les défis dont vous avez parlé, moi je noterais un défi qui concerne la sécurité des journalistes. Alors je ne parle pas des journalistes locaux sur place qui payent le prix cher de leurs enquêtes. Les assassinats des journalistes en Amérique latine augmentent depuis des années. Je parle donc de nous, journalistes, qui vont sur le terrain pour des missions qui sont de plus en plus compliquées. Il y a des terrains, Haïti par exemple, qu'on peut de moins en moins bien couvrir en fait à cause de la sécurité. Donc il reste finalement des trous, de plus en plus de zones blanches où finalement les journalistes n'ont plus accès, en tout cas les journalistes étrangers, ou alors c'est compliqué d'y avoir accès. Ça demande des moyens supplémentaires que les rédactions à Paris n'ont pas envie de donner, parce qu'encore une fois, on considère que l'Amérique latine, par rapport à d'autres zones, sont moins intéressantes. Donc la sécurité est qui est un vrai problème pour nous. Donc quand est-ce qu'on y va, à quel moment, combien de personnes, ça concerne le Venezuela, ça concerne le Mexique, ça concerne beaucoup de pays qui sont importants, parce que le Mexique, c'est la question de l'immigration aussi, qui finalement touche aussi les États-Unis. Donc il y a aussi des questions transversales qui sont très importante. Donc c'est compliqué. Moi, je trouve que ça fait 10 ans que je travaille à RFI, que je couvre les Amériques pour RFI. Je trouve que pour ce qui est de l'Amérique latine, ça devient vraiment compliqué de couvrir depuis Paris cette zone. Merci beaucoup, Hakim. Xavier Martinet, on continue notre tour de table et on reviendra sur certains points que vous avez évoqués. Je me dis aussi en vous entendant, qu'est-ce que selon vous ça fait sens de dire je couvre les Amériques? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens en soi ou c'est vraiment une espèce de globalisation peut-être à revoir? Xavier. Merci. Premier point, c'est bien que vous en parliez, Achim. Je suis assez d'accord avec vous sur ces deux difficultés que vous avez soulignées. D'abord concernant la sécurité. Alors moi,
ça ne me concerne pas parce que faut bien comprendre d'où je parle. Je suis journaliste au desk, ce qui veut dire en bureau, donc je ne vais pas en Amérique ni latine ni aux États-Unis. C'est important quand même pour pouvoir me situer par rapport à mes collègues. Mais par contre, sur la persistance, voire l'extension de zones grises, de zones en défaut d'information, c'est très vrai parce que je me sers énormément du fil AFP et il suffit que je le consulte à longueur de temps pour m'apercevoir effectivement de la faiblesse des dépêches, non pas concernant les principaux pays, puisque par exemple l'Argentine, la Colombie intérieure, le Brésil, voire le Mexique, tout ça est bien couvert. Par contre, pour l'Amérique centrale, c'est vrai que c'est difficile. Pour ce qui est de tous les sommets régionaux, c'est encore plus difficile aussi de trouver des correspondants qui aient le temps de s'y déplacer. Donc j'imagine qu'il y a des questions logistiques qui comptent là-dedans. Et puis, deuxième point, vous parliez, Harim, de la difficulté de vendre effectivement les Amériques. Là encore, j'avais pas de difficulté particulière parce que j'ai été laissé très libre du choix de mes sujets. Cependant, je suis d'accord avec vous que, sans ironie aucune, merci les populismes qui permettent de mettre l'accent sur des situations politiques, des évolutions. Sans ça, on n'y aurait pas prêté attention. Et puis, c'est sans doute ce qui a un des enjeux de cette discussion que vous avez eue au sujet, disons, de la surprise de l'élection de Donald Trump. C'était une pratique qu'on n'avait sans doute pas trop, et on en a parlé pas mal dans les rédactions, ça je l'ai vu de Radio France, et ensuite au moment des midterms, effectivement, on n'avait sans doute pas trop l'habitude d'aller dans l'Amérique intérieure, comme on disait, là encore peut-être pour des questions logistiques, et qu'on s'était beaucoup concentré sur Washington et puis la côte ces dernières années. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc concernant ma position de journaliste desk, j'ai quand même fait quelques statistiques qui sont intéressantes concernant la présence des Amériques en général dans les sujets que j'ai traités. Si je considère juste les 2 dernières années aux enjeux internationaux, donc là c'est un exercice qui est parfaitement, je dirais, dans le cahier des charges que vous évoquez au début de ce débat, c'est-à-dire que moi j'avais pour mission de interviewer des chercheurs et la plupart du temps des universitaires, ou en tout cas des personnes qui avaient une connaissance, on va dire, profonde et étendue des sujets. C'était un peu ça qu'on me demandait chez France Culture aux enjeux internationaux. Donc j'avais pas de problème déontologique particulier avec le choix de tel ou tel interlocuteur politique. Sur la question de la dictature, je trouvais ça quand même très intéressant. Effectivement, à partir de quel moment va-t-on appeler une situation politique d'oppression, de répression, la qualifier de dictature, vu que ça a une portée diplomatique et que moi-même j'avais pas vraiment une mission diplomatique, mais je savais que j'étais écouté par les ambassades, voilà, donc c'est quand même une question que je me suis souvent posée, notamment que la France a été prise à partie puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui s'est accroché avec Maduro, on se rappelle à ce sujet. Donc sur la présence des Amériques dans mes sujets, sur 2 fois 220 sujets ces 2 dernières années, la première saison 2017-2018, j'en ai traité 27, des sujets qui concernaient principalement États-Unis, Venezuela, et puis on va dire 2 ou 3 thèmes transversaux communs à toutes les Amériques, comme par exemple l'ALENA. Et puis la deuxième saison, donc 2018-2019, là il y avait 51 sujets sur 220, donc quasiment un quart, évidemment très lié à la crise vénézuélienne, à l'extension et au remous, on va dire, de la crise brésilienne politique également, et puis au fait qu'on s'intéresse de plus en plus effectivement à cette crise du Venezuela. Tous ces remous, je trouve que ça a créé une des difficultés particulières pour moi, journaliste, et sans doute pas mal de confrères, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé entre 2014 et 2019 dans une période politique un peu de balancier, où on voyait s'affaiblir en gros un certain nombre de gauches plus ou moins issues du bolivarisme, ou en tout cas qui avaient un ancrage historique profond. On a vu arriver effectivement des nouvelles figures politiques dont on dira peut-être un mot, et puis ce qui reste au final, moi je trouve
et encore une fois, ça nous ramène à la situation du Mexique, mais aussi sans doute, je trouve, du Salvador et puis des pays d'Amérique centrale. Ce qui reste, c'est cette extension de la violence, des zones de violence incontrôlées, souvent pas lisibles politiquement, notamment en ce qui concerne les cartels. Voilà, et je trouve que ça pose une énorme question à cet égard de lecture, de compréhension, et aussi, disons, tout simplement de mise en dramatisation et de vendre ces sujets pour pas les faire passer pour simplement, disons, des faits divers quand il s'agit du massacre d'Iguala. C'est un épisode qui a une portée politique et il faut le comprendre, et c'est dommage de s'y intéresser que quand il y a des étudiants qui sont liquidés et pas après, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être que on pourrait passer la parole à la salle. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions avant d'enchaîner sur notre deuxième. Alors peut-être Hélène, je ne sais pas si tu... Sauf si un micro circule. Merci beaucoup. Je suis très sensible à cette question, et en particulier, ceux qui me connaissent verront où je veux les amener assez vite, sur un mot et un pays que vous n'avez pas évoqué, qui est le Canada, et qui revient sur la table ronde canadianiste d'hier, où on a un peu conclu sur une déploration de la couverture. Mais Hélène, tu peux juste dire qui tu es, comme ça, pour ceux qui ne m'auraient pas, donc je suis Hélène Arter, ex-présidente de la FEC et nord-américaniste. Et donc, on est arrivé sur la conclusion qu'un des grands défis, c'était comment faire qu'il y ait une couverture et une compréhension du Canada, et comment faire une couverture médiatique. Et ce qui me frappe, c'est qu'en fait, pourquoi on n'a pas parlé du Canada depuis le début? C'est tout simplement que ce n'est pas un pays en crise. Et finalement, vous nous montrez bien que la couverture médiatique porte prioritairement sur des situations de crise. Vous déploriez notamment la question du massacre au Mexique, et rarement, et je pense que c'est le temps médiatique qui l'impose, sur ce qu'on peut savoir d'un pays, dans sa normalité, dans ce qui marche, dans ce qui innove. Et je suis très frappée, et je dépasse ma casquette canadianiste, je suis capable de le faire, c'est de voir que finalement, le regard qu'on a notamment sur l'Amérique latine, quand on n'est pas un spécialiste de l'Amérique latine, ce qui est mon cas, est souvent le portrait d'une Amérique latine en crise. Alors comment on arrive à dépasser ça? Parce que finalement, l'Amérique latine, c'est aussi un espace d'innovation, de réussite, de prospérité, de croissance. Donc comment vous gérez un peu cette contradiction? Vous voyez, je suis partie du Canada pour finalement quand même arriver à la fin à l'Amérique latine. Peut-être qu'on peut prendre une deuxième question, voilà, et puis ensuite... Ferry et puis Alexis. Ouais. Mais je vais faire le micro. Vas-y, Ferry. C'était juste parce que ça prolongeait exactement ce qu'a dit Hélène. Je me demandais aussi, alors pour pas redire ce qu'elle a dit, si les sujets qui étaient vendables, entre guillemets, n'étaient pas plutôt des sujets de crise politique, hein, plus particulièrement, ou de moment d'élection. Moi, quand j'ai eu l'occasion d'être interviewé à France Culture, on m'a appelé pour analyser des élections, qui n'est pas forcément ma spécialité de chercheur, et effectivement, des moments de crise, mais politique en particulier. Oui. Alors, je veux d'abord commencer par rendre hommage au métier le plus dangereux du monde, à tous les journalistes ayant vécu dans des pays plutôt dangereux, ayant dû aider des photographes pendant le printemps arabe, aller dans une clinique ou dans un hôpital après s'être fait tabasser. Enfin, je veux leur rendre hommage parce que vous êtes vraiment des gens extraordinaires, ça c'est le premier point. Le second point, est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise du journalisme d'une façon plus globale, notamment la réduction du nombre de correspondants pour des raisons financières et autres? Moi, je vois parfois, il y a des journalistes dans un endroit qui parlent pour Radio-Canada, pour Radio-ci, pour Radio-ça, pour Radio-ça. Enfin, ils en font 7 d'affilée. Alors, il y a véritablement une crise fondamentale qui limite à la fois l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Et on finit par être complètement désinformé. Et merci pour l'appel pour le Canada, mais malheureusement, les choses y vont très bien. Je demande pardon. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse, que chacun vous répondiez. Et entre-temps est arrivé André Nieto, donc je suis très contente qu'il ait pu venir ce soir, qui a travaillé pour Estado de São Paulo et qui maintenant est en train de monter son propre média, ou un média dans lequel il participe. Et il va nous en parler donc tout de suite après.
Axel, peut-être vous voulez commencer Oui, très simplement, concernant le Canada, c'est un peu le même cas que la Scandinavie, que je connais très bien, puisque je suis à moitié suédois. Bon, voilà, vous venez de le dire, tout va bien, quoi. Donc, notre job, malheureusement, c'est pas tellement de parler des bonnes nouvelles, c'est plutôt de parler des mauvaises nouvelles. C'est essentiellement ça. Bien sûr, on s'efforce, et j'ai personnellement j'ai à cœur de faire ça beaucoup, de dire oui, mais il faut aussi qu'on parle des choses qui se passent bien, qui vont bien, etc. Et là, on se heurte effectivement à un mur aussi de rédacteurs en chef qui dit bon, oui, mais enfin, si ça va bien, si le train arrive à l'heure, c'est pas une info. Et concernant le fait qu'on parle de l'Amérique latine en crise essentiellement, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles qui nous arrivent d'Amérique latine actuellement. Donc, on parle beaucoup de ce qui va mal. Oui, alors juste sur le Canada, je vais faire un plaidoyer pro domo. Écoutez l'excellente émission sur RFI, Rendez-vous d'Haïti et des Amériques. C'est une émission quotidienne et on parle souvent du Canada parce qu'on a des très très bons correspondants au Canada. Il y a au moins un sujet sur le Canada qu'on diffuse par semaine. Je suis d'accord avec vous, le Canada ne fait pas vendre. Ça me rappelle un petit peu l'argument je crois que c'était France 2 ou TF1 qui ont retiré leur correspondant de l'Allemagne il y a quelques années. Ils disaient que c'était un pays chiant. Donc il y a peut-être un peu de ça, mais en tout cas, comme Axel, moi aussi, je m'efforce de vendre le Canada, parce que c'est un pays qui, à bien des égards, est très très intéressant, et avec les élections qui se profilent, en tout cas chez RFI, on en a pas mal parlé. J'aimerais bien rebondir sur la question de la réduction des correspondants. Ça, c'est le fait que les correspondants, c'est souvent des pigistes qui travaillent pour plusieurs médias. C'est un vrai souci. Pour ce qui nous concerne, on a des correspondants dans presque tous les pays d'Amérique latine. Donc on a la chance en fait d'avoir ce réseau-là, et on s'appuie aussi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'il y a le travail du desk, mais il y a très souvent le travail des correspondants qui sont très très mal payés. Et on se demande comment ils font pour vivre. Et justement, ils sont obligés de vendre leur sujet à plusieurs journaux pour pouvoir en vivre. Et ils travaillent dans des situations, encore une fois, de sécurité, des fois compliquées. Mais pour ce qui est de l'Amérique latine, je trouve que c'est un bon, en tout cas, nous on a un très bon réseau avec des jeunes correspondants qui sont passionnés, qui ont envie de découvrir les pays où ils se sont pour la plupart récemment installés. Je parle du Cuba, on a enfin réussi à avoir une correspondante à Cuba. Donc pour l'instant, nous on est assez bien lotis, mais c'est peut-être là un cas particulier aussi à part des RFI, parce qu'on a effectivement un réseau de correspondants assez dense, malheureusement effectivement très mal payé, et c'est un vrai souci pour nous et surtout pour eux. Oui, un mot sur les correspondants dont j'ai connu certains. C'est vrai qu'être mal payé incite à prendre plus de risques, parfois c'est un problème. Et puis sur le Canada, mea culpa aussi, puisque la dernière fois que j'ai fait un sujet, je crois que c'était à l'occasion du G7, donc ça commence à dater un peu. Et puis c'est vrai qu'à Radio France, sans doute, on tarde un peu aussi à couvrir les débats concernant l'élection, pour des raisons peut-être, alors là je sais pas, mais qui tiennent à l'importance diplomatique du Canada, à son poids démographique qui est perçu toujours comme beaucoup moindre que évidemment les États-Unis. Donc ça rend difficile de vendre un sujet qui se trouve dans l'ombre du grand cousin. Oui, sur le Canada, je ne m'étendrai pas puisqu'on est clairement pas exemplaire en la matière. Je pense qu'on a retrouvé un correspondant au Canada il y a quelques semaines, après en avoir pas eu pendant probablement 9 mois à 1 an. Alors c'est en partie.
A priori non, mais non, ça tient à tout ce qui a été dit avant, donc je ne vais pas m'étendre non plus, mais c'est vrai que la difficulté pour un correspondant pigiste au Canada de vivre, il faut savoir qu'un pigiste vit forcément de ses piges qu'il va faire pour différents médias. C'est plus difficile dans les pays dont le coût de la vie est relativement élevé, ce qui va être le cas du Canada. Donc pour survivre au Canada, c'est très différent de survivre aux États-Unis où la demande est beaucoup plus importante et donc permet à beaucoup plus de pigistes, y compris des jeunes, voilà, il y a aussi beaucoup de roulements, donc c'est difficile de trouver des correspondants, de les garder et surtout de les faire travailler suffisamment pour qu'ils aient envie de rester. Moi, je voudrais juste revenir sur la remarque qui a été faite sur le fait qu'on couvre beaucoup les crises et notamment les crises politiques et les sujets politiques. Je sais que nous, à Libération, c'est une question qu'on se pose très régulièrement parce que, de par notre ADN, c'est vrai qu'on a envie beaucoup de traiter des sujets sociaux, notamment. Et je vais donner juste un exemple. Quand j'étais correspondant, moi, sur place, pour que aussi les gens comprennent un peu comment ça fonctionne. Nous, aujourd'hui, on a un correspondant permanent aux États-Unis, donc une femme qui m'a remplacé quand je suis rentré il y a 2 ans. Moi, je couvre en soutien ici depuis la France. Quand j'étais correspondant, j'étais donc tout seul. Ce qui est compliqué dans un pays où l'actualité ne s'arrête jamais, d'autant plus avec un président comme Donald Trump. Le sujet que je garde le plus en mémoire de reportage, qui m'a le plus intéressé en termes de sujet de société, c'était un reportage sur la crise des opiacés, dont je suis sûr vous avez entendu parler tous ici, puisque le sujet a été énormément traité. C'était en 2017. Juste pour vous donner une idée, pour faire 4 pages dans le journal, c'est 2 ou 3 jours d'organisation, c'est-à-dire de calage, c'est 4 jours de reportage sur place et c'est 2 jours d'écriture en rentrant. Donc on parle de, en gros, 8 jours de travail sur 1 mois de salaire et forcément c'est quelque chose qu'on adore faire, je pense, tous autant qu'on est. Si moi je pouvais faire que ça, ça m'irait très bien, plutôt que d'écrire sur Donald Trump, sur les derniers développements, de l'impeachment, de la campagne. Malheureusement, dans le modèle économique de la presse aujourd'hui, c'est de toute façon impossible. Donc on essaye de le faire autant que possible et aussi souvent que possible, mais c'est vrai que c'est des sujets qui demandent beaucoup plus de temps, de moyens, sans parler des frais de reportage pour aller sur place, puisqu'en l'occurrence c'était en Virginie occidentale, qui est loin d'être la région la plus accessible des États-Unis. Voilà, donc pour toutes ces questions-là, c'est vrai qu'on est contraint souvent d'écrire des papiers assez rapidement. On peut écrire une double page en une journée en appelant des experts, des universitaires, des contacts qu'on a sur les derniers développements de l'impeachment. Comme on peut écrire 2 doubles pages ou 3 ou 4 pages de journal qui vont nous prendre 8 jours, mais forcément c'est difficile économiquement de faire uniquement ça. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à André Nieto pour qu'il se présente peut-être et qu'il nous parle. Ça fait une bonne transition avec la deuxième grande question qui est est-ce que les médias dits traditionnels se sentent un peu en concurrence, peut-être même en danger par l'émergence de nouveaux, ce qu'on appelle, enfin en tout cas des nouveaux types de communication, des nouveaux médias. André. Bonjour. D'abord, excusez-moi de mon retard. C'était dû à un manque de compréhension de ma part à propos de l'événement. Je m'appelle André Nieto, je suis correspondant en étranger depuis déjà plus d'une décennie. J'étais jusqu'à novembre 2018 le correspondant de Estado de São Paulo, et correspondant et grand reporter de Estado de São Paulo. J'ai voyagé plus de 50 pays en tant que correspondant et envoyé spécial de Estadão. Pendant tout ce temps-là, j'ai eu l'opportunité de couvrir des événements majeurs, de sommets d'État, de voyages, de déplacements de présidents de la République, de conflits armés, de révolutions, etc., etc. C'était un vrai plaisir et un honneur de travailler pendant pas mal de temps pour Estado de São Paulo, jusqu'à un certain moment où le déclin de la qualité du journal était flagrant. C'était autour de 2013-2014 où le pays plongeait déjà dans sa crise économique qui était à la base et qui suivait aussi la crise politique et sociale. Et à ce moment-là, le processus de downsizing, de réduction de la taille du corps de métier dans le journalisme brésilien s'est accentué.
pas que à Estado de São Paulo, mais aussi à Folha de São Paulo, au Globo, etc. Il y a eu beaucoup de réduction d'effectifs. À ce moment-là, la qualité a commencé à chuter. Les investissements, notamment dans le journalisme à l'étranger, pour les correspondants, a chuté également. Et on a vu une spirale négative qui aboutit à un manque de crédibilité maintenant, de pénétration de l'information du mainstream média dans la société brésilienne. Après, on pourrait discuter beaucoup à propos de cette situation, de cause de cette situation. Il faut rappeler aussi que les médias brésiliens, les médias, ce que j'appelle, qu'on appelle la legacy média brésilienne, les médias traditionnels, ils sont dans une descente aux enfers, je dirais, dans le sens que il manque d'investissement en technologie, il manque de savoir-faire en marketing digital, il manque beaucoup de stratégie pour le virage numérique. Et comme partout dans le monde, c'est arrivé aussi en France, c'est arrivé en Europe, aux États-Unis, beaucoup d'acteurs de la presse traditionnelle ne vont pas résister dans les années à venir, malheureusement, d'un côté. Il y a un autre côté qui a un côté assez intéressant. Je trouve que la presse indépendante et numérique au Brésil est l'un des environnements de presse le plus excitant dans le monde. Aux États-Unis, il y a beaucoup de médias indépendants qui deviennent d'ailleurs des médias mainstream, Vox par exemple, Vice et d'autres. Au Brésil, ce processus de downsizing accéléré de la presse traditionnelle a commencé dans les années 2000 et ça a donné l'essor, en fait, en quelque sorte, à cet environnement numérique et indépendant qui se professionnalise quotidiennement et qui devient de plus en plus intéressant et de plus en plus pertinent. C'est pas par hasard que le scandale récent de la manipulation de la justice, la manipulation idéologique, disons, de la justice à l'égard du Parti des travailleurs et d'autres acteurs de la politique brésilienne a été révélé par The Intercept Brasil, qui c'est la version brésilienne de The Intercept. D'autres médias indépendants sont aussi percutants à ces moments et sont responsables, j'ai envie de dire, pour les grands coups de communication et d'enquête dans les journalistes brésiliens. Il faut rappeler aussi que les médias traditionnels au Brésil sont à la base un peu de cette crise politique, sociale, économique. Je crois que c'est une crise aussi médiatique dans la mesure que tous ces médias, ils faisaient partie un peu du système des oligarchies, ils représentaient les oligarchies, ils sont en quelque sorte les oligarchies aussi au Brésil. Et le moment où le système commence à être abîmé et contesté, la presse traditionnelle elle tombe aussi dans la méfiance, dans le discrédit. Du coup, ça fait partie de ces processus de destruction créative, j'ai envie de dire. Moi, de ma part, j'ai quitté Estado en novembre 2018, juste après l'élection. J'avais déjà reçu des avertissements, 2 ou 3 avertissements c'était un peu caché, un peu à travers des amis de la rédaction, comme quoi je me manifestais trop politiquement contre l'extrême droite, avant, en 2016 et 2015, contre le processus d'impeachment de Dilma Rousseff. C'est entre parenthèses, je n'étais pas pour le gouvernement de Dilma Rousseff ou pour le Parti des travailleurs, mais pour la stabilité du système politique et les institutions au Brésil. Et juste après l'élection, en 12 novembre 2018, un groupe de correspondants et d'autres journalistes qui étaient au sein de Estado a été viré nous avons été virés de nos postes, a priori, selon leur excuse, pour des raisons économiques. On peut croire à cette raison de fond économique, parce que c'est vrai aussi, le journal est en crise, mais il y avait aussi cette envie de en quelque sorte, contrôler, disons, les opinions à l'intérieur du quotidien qui étaient un peu dans le sens inverse des intérêts du journal. Je raconte cette histoire pour vous dire que les médias au Brésil, ils sont souffrants
et pas que d'une crise économique, politique, etc., du virage digital, mais aussi du vieillissement de leur conception du journalisme. En fait, ils n'ont pas compris qu'il y a tout un essor de médias indépendants qui sont très libres, qui s'expriment avec une très grande force, qui savent se communiquer avec le public, le jeune public d'ailleurs, et qui, dans ces sens politiques, ils sont beaucoup moins attachés aux oligarchies qui prédominent au Brésil, le système financier, le système, les industries, l'agro-business, etc. Et du coup, ça fait que le média digital commence à gagner de la place alors que les médias traditionnels s'effondrent. Pour vous raconter, pour finaliser mon intervention, moi aussi, nous, en fait, des correspondants étrangers qui habitaient en Europe, nous avons commencé à travailler dans l'idée de créer un nouveau média depuis déjà 2016. À l'époque de l'impeachment, c'était un peu la goutte d'eau qui nous a fait bouger. Et on a commencé à travailler dans un projet, idéaliser un projet de média. Et maintenant, nous sommes en phase finale de création d'un nouveau média qui s'appellera, c'est pas par hasard que c'est en anglais, ça s'appellera Headline, comme on dit en français, et que sera en fait une plateforme d'information, c'est-à-dire une sorte de portail de médias indépendants, dans le but de regrouper des initiatives indépendantes dans l'environnement brésilien d'abord et après dans d'autres pays, pour justement créer une nouvelle narrative qui puisse confronter un peu la narrative du mainstream au Brésil. C'est dans ces projets-là que je travaille à ce moment et bon, on peut en discuter de l'essor des médias traditionnels, digitaux ici en Europe aussi. Merci beaucoup André pour ce qui est aussi un témoignage visiblement dans ce que vous nous livrez ce soir. Alors Axel, sur la même question, est-ce que vous vous sentez en danger? Vous sentez un média traditionnel en danger? Oui, complètement, je vais être très court. Donc la presse écrite, pour le dire très abruptement, et à mon avis, est condamné. Enfin, je veux dire, le modèle économique de journaux comme le nôtre, comme celui de mon confrère ici présent ou d'autres, il n'est pas viable. Heureusement, en France, on a la chance d'avoir justement quelques médias publics de très grande qualité, comme France Culture en particulier. Mais sinon, ce que je vois pour l'avenir, et ce que j'ai vu, en tout cas aux États-Unis et ailleurs, ce qui peut émerger, ce qui peut être une source d'espoir, c'est des journaux financés non pas par des magnats de l'armement ou autres comme en France, mais par des fondations. Et ça commence à se développer beaucoup. J'ai en tête l'exemple du Texas Tribune, qui est un journal qui ne serait pas viable autrement, et qui n'existe que parce qu'il est financé par une fondation et qui garantit l'indépendance totale des journalistes. Achim ? Oui, alors moi j'ai la chance de travailler donc pour une radio publique. Donc pour l'instant, je ne sais pas si on peut dire qu'on est en danger, mais en tout cas le bouleversement du paysage médiatique touchera aussi l'audiovisuel public. On est en pleine mutation, effectivement. Je pense que dans 5 ans, RFI ne sera plus RFI telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a une réflexion en cours. La réflexion, c'est aussi une réflexion qui va vers un bimédia, en fait. On se rend bien compte que un média, en l'occurrence la radio, tout seul ne marche plus. Donc on est de plus en plus dans une logique d'image aussi. D'appuyer les reportages radio par les images, parce qu'on a compris que sur les réseaux sociaux, c'est ça qui marche. Merci. Xavier Martinet. Oui, rien à ajouter sur l'avenir de la radio. On verra concurrence ou pas avec les entreprises de podcast privées, où que ça se passe. Simplement, peut-être juste une remarque ou une question qui sera ouverte pour la suite concernant justement l'usage des médias, puisque aussi bien aux États-Unis et puis au Brésil avec Jair Bolsonaro, on a eu 2 campagnes et 2 candidats qui se sont illustrés justement par leur stratégie de rupture avec une grande partie des médias et de l'establishment médiatique et l'usage intensif des réseaux sociaux, ce qui a sans doute, conduit à faire émerger un nouvel électorat. Donc je suis curieux de voir effectivement les effets qu'auront ces nouveaux médias, par exemple au Brésil. Donc c'est très intéressant à suivre dans les prochains mois et puis en vue des prochaines élections, évidemment.
pas grand-chose de plus à ajouter que mon collègue de l'Express, puisque nous appartenons au même groupe maintenant. Donc voilà, je pense qu'on est tous effectivement un peu inquiets de ce que l'avenir nous réserve. Mais après, moi, je sais qu'à mon niveau personnel, c'est pas quelque chose qui m'affecte dans ma vie quotidienne. On a la chance de pouvoir encore travailler. Si on prend juste l'exemple de Libération, je pense que ça fait, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit faire 20 ans que Libération perd de l'argent. Il y a toujours eu des gens pour entre guillemets nous maintenir à flot. Après, on peut effectivement discuter de quel type d'actionnaire ou quel type de fondation on aimerait avoir. En attendant, on est toujours là, on essaye de faire notre travail le mieux possible. On a encore des moyens pour le faire et espérons que ça dure. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a des mouvements parce qu'il y a des cérémonies officielles de clôture qui sont sur le point de commencer, mais j'aimerais quand même, puisqu'on a la chance de vous avoir ce soir, c'est pas si fréquent, de demander à la salle si vous avez aussi encore des questions. Alors, peut-être parlez fort parce que je sais pas s'il y a des micros qui circulent. Allez-y. Ça pose problème si je parle en espagnol? Non. Non, je pense que... Essayez, allez-y. Ah, ok. Yo soy periodista Parlez de fort. formación, soy colombiana. Trabajé un tiempo en periodismo en Colombia, ahora estoy acá porque terminé un máster en research y digamos que tengo un poco de una parte de periodista, un poquito de investigación. Y encuentro un poco delicada la situación, por ejemplo, gracias. Encuentro un poco delicada la situación, voy a hablar específicamente de Colombia, porque es un país muy politizado, donde sabemos que los medios también son muy politizados y la opinión pública está totalmente dividida en dos, de un lado y del otro. Entonces, haciendo mi investigación sobre el conflicto armado en Colombia, específicamente el proceso de paz con las FARC, yo me encontré que al dar las noticias en el exterior, por ejemplo aquí en Francia, falta un poco de neutralidad. Muchas veces me encontré que se entrevistaban actores en Colombia muy reconocidos, de mucho peso, pero que uno como colombiano sabe que tiran más para un lado. Y en otros medios me encontré lo contrario, entrevistaban otros actores que uno en Colombia saben que son del otro coté. Y la noticia se desdibuja. Entonces, la invitación como periodistas franceses, cuando vayan a hablar de Colombia, traten de ser neutrales. I'm sorry, can you ask your question? No, es solamente una recomendación. Okay. Ser neutrales, tomar varios puntos de vista para sacar una misma noticia. Yo sé que tienen partner en un medio de comunicación que son muy reconocidos, pero ellos también son muy politizados. No olviden que los medios de comunicación tienen pautas publicitarias con el gobierno, entonces tienden a ser siempre de un lado hacia el otro. Esa es mi invitación. Gracias. Alors, there's another question, I think. There was another question. Derrière, et puis la dame qui est devant. Allez-y. Allez-y, peut-être avec le micro. Oui. Je suis pas totalement d'accord. D'accord. Notamment sur la couverture de l'actualité internationale. Comment vous expliquez cette spécificité française de couvrir l'actualité seulement du point de vue de la crise, alors même que nos voisins britanniques, que nos voisins espagnols, eux, sont capables de la traiter de manière plus large, plus complète, et n'auront pas de scrupules lors d'un journal télévisé ou lors de reportages écrits à traiter aussi bien un point de crise qu'un point d'innovation. Et c'est là-dessus que je reviens. Parce que vous disiez effectivement qu'au Canada, il n'y a pas de crise, donc pas de raison de le traiter en profondeur. Alors, on prend la question de la dame qui est juste devant, et puis on vous donne ensuite la parole pour les réponses. Oui, merci. Je voudrais être très brève parce qu'il est tard, n'est-ce pas? Donc, je voudrais dire quelque chose par rapport à... Ça m'intéresse beaucoup, ce dialogue aux journalistes, aux gens qui font de l'enseignement universitaire, de la recherche. Je pense que c'est crucial pour essayer de mieux se comprendre. De mieux faire comprendre ici ces réalités lointaines de là-bas. Je suis argentine. Ayant fait une thèse de sociologie au moment de la crise argentine de 2001. Alors, ce qui m'étonne actuellement, c'est la faible couverture, relativement faible couverture de la crise actuelle en Argentine dans les médias français. J'habite ici en France, la plupart du temps, je vais régulièrement en Argentine. Je ne vais pas raconter la crise actuelle, mais elle est des proportions semblables à celles de 2001. Et quand je regarde la presse française, je vois très peu de choses. Je voyais un papier très bien fait dans Libération il y a quelque temps.
Après, pas beaucoup de choses. Par contre, il y a les New York Times, il y a The Guardian, il y a les journaux espagnols où la situation est couverte. Alors, il y a une crise économique et multidimensionnelle suite à des primaires. Bon, c'est long, je ne vais pas expliquer la situation, mais c'est étonnant. Alors, là, je termine. Je pense qu'il faut revenir sur nos grilles de lecture. Hein. Cette crise, c'est quoi? Une crise qui va, ce n'est pas apparemment 40% de la population en situation de pauvreté. Ce n'est pas un prêt de la Banque mondiale, de FMI. Alors, je suis obligée de vous interrompre, et merci beaucoup pour votre question. Ce qui me permet d'en ajouter aussi une autre, et avant de vous donner la réponse pour les dernières réponses, la parole pour les dernières réponses, est-ce que vous considérez comme une spécificité de médias français pour la couverture des Amériques par rapport à d'autres médias, donc britanniques, américains, espagnols, d'autres médias européens ou d'autres pays? Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité française ou pas? Voilà, alors. Donc je pense qu'il y a une spécificité française, c'est que l'Amérique latine est tout en bas des priorités des rédactions. C'est-à-dire ça a toujours été comme ça. J'ai souvenir, je couvrais l'Amérique latine exclusivement à une époque quand j'étais au Point. Le premier article qui sautait quand on devait faire place pour un article plus urgent, c'était l'Amérique latine. Donc si vous voulez faire carrière dans le journalisme, surtout ne choisissez pas l'Amérique latine. Et en plus de ça, il y a un nouveau paramètre qui s'est greffé là-dessus, c'est que vous dites qu'on couvre mal la crise argentine, et c'est vrai, mais le paramètre supplémentaire, c'est qu'on a encore moins d'argent qu'au moment de la crise de 2001. Donc on n'a pas les moyens d'y aller du tout. Donc c'est vrai, vous avez raison, mais la raison, elle est aussi économique, liée à ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour répondre à votre question derrière, mademoiselle, vous avez raison, j'étais un petit peu caricatural. Je pense quand même que dans l'offre de presse en général, il y a aussi des good news stories, comme on dit, on s'efforce tous d'en faire dans la mesure du possible, mais effectivement, moi-même j'en fais, rassurez-vous, voilà. Donc si je couvrais le Canada, j'en fais plutôt en Scandinavie, parce que c'est une région que je connais bien, donc j'essaie de faire des choses sur le modèle suédois, scandinave ou danois qui marche, et donc on s'y consacre également. Mais effectivement, c'est pas la majorité des articles. André? Oui. Enfin, je vais commencer par répondre à la question c'était pas à la pondération, à votre pondération. Je suis d'accord quand on dit qu'il faut retrouver un point d'équilibre et un peu plus de pluralité dans les médias. Parce qu'on est tombé dans les pièges, je trouve que les médias ont aidé les sociétés à tomber dans ces pièges et on continue à tomber dans les pièges de la polarisation. Je pense que les médias ont beaucoup aidé à la polarisation de la société. Et quand on voit Éric Zemmour, par exemple, qui est embauché à CNews, on imagine que ça va s'approfondir. En France, si on veut avoir un regard un peu plus complet de la société française, il faut lire 3 ou 4 journaux, parce que une source d'information qui accorde une interview à Libération ne sera pas forcément entendue au Figaro. Et du coup, je trouve que ça, c'est dommage. Je trouve que ça manque de complexité, que ça manque de pluralité dans les médias français, et je trouve très spécifique de la société française d'ailleurs. Concernant cette addiction de médias en général, pas que de médias français, mais de médias en général, par de mauvaises nouvelles, je pense que ça, c'est un vrai sujet pour les rédactions, un vrai sujet de réflexion. Moi, je suis aussi engagé dans la couverture de tout ce qui est crise, de tout ce qui est mauvaise nouvelle, mais je commence à faire l'exercice inverse, que c'est l'exercice de l'audience, et de la fatigue de l'audience de ne retrouver que de mauvaises nouvelles sur un site internet ou sur un journal papier. Si on ne fait pas cet exercice de compréhension de cette fatigue de l'opinion publique à l'égard du journalisme, qui ne donne que de mauvaises nouvelles, qui ne parle que de crise, qui ne transmet qu'une version distorsionnée de la vie en société, on sera piégé économiquement aussi, parce que l'audience va décrocher pour toujours des médias tels qu'ils ont été conçus. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Merci beaucoup. Frédéric, peut-être on change l'ordre, et puis ensuite on revient à Harim et Xavier. Oui, enfin ce sera bref. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai prisme des médias pour
pour tout ce qui est crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale. Je rejoindrai encore une fois Axel, mais je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'après, il faut se plonger aussi. Enfin, les sites internet sont tellement vastes qu'il y a plein de sujets. Après, c'est vrai que si je prends uniquement la couverture des États-Unis, c'est évident que, et c'est particulièrement vrai depuis l'élection de Trump, elle est de toute façon totalement déterminée par la couverture de l'actualité politique, avec un peu de sujets de société, un peu d'économie, et ensuite c'est très difficile de trouver le temps, de trouver les moyens de faire autre chose. Peut-être qu'il faut arrêter de couvrir Trump, et en même temps, juste pour vous donner un exemple, nous en ce moment on est dans la pleine réflexion, et je pense que c'est le cas de tous les médias, sur comment on va couvrir cette campagne de 2020. Et on s'était dit qu'on allait essayer au maximum de la déconnecter de Donald Trump et de la couvrir beaucoup plus du côté des démocrates, puisque côté des républicains, il y a a priori peu d'enjeux, c'est Donald Trump qui sera candidat. Et pour le coup, du côté démocrate, alors on n'est pas dans les bonnes nouvelles, mais il y a un vrai débat d'idées qui est intéressant, il y a énormément de fractures idéologiques au sein du parti qu'on essaye de beaucoup couvrir, d'autant plus que, voilà, nous, à Libération, c'est forcément des sujets qui nous intéressent, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Et nous tombe dessus cette procédure d'impeachment qui retarde notre réflexion sur la campagne, parce qu'on est pris dans un espèce de... C'est la roue du hamster, en fait. On rentre dedans, et puis il faut en parler, parce que c'est important, que c'est historique, qu'une procédure d'impeachment contre un président américain, ça n'arrive pas tous les jours, même si c'est Trump et qu'on a l'impression qu'on parle de Trump tout le temps. On est bien obligé de suivre, et du coup, voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut suivre ça, comme on a pu feuilletonner l'affaire Muller avec la Russie? Est-ce qu'il faut s'en déconnecter le maximum et parler d'autres choses? C'est un vrai débat, et en même temps, on est tous pris dans un rythme quotidien qui fait que le temps de la réflexion, le temps de prendre du recul sur tout ça, malheureusement, au quotidien, on l'a pas. Et ce serait, voilà, il y a toujours plein de réflexions à avoir sur ce qu'on pourrait mieux faire, c'est évident, mais c'est vrai que sur les États-Unis, il y a un rythme qui fait que c'est difficile de suivre et de se poser pour vraiment réfléchir à tout ça. Oui, alors la roue du hamster, elle existe pour tous, peut-être particulièrement à la radio et particulièrement avec les affaires à rebondissement, comme c'est le cas avec Trump, peut-être pour des raisons de sa part stratégique aussi. Donc, premier écueil à éviter. Et puis pour répondre à votre question, Madame, sur les reportages ou disons les sujets positifs, moi je trouve qu'il y a une difficulté fondamentale qui est un peu d'ordre déontologique à traiter des sujets qu'on jugerait a priori positifs et qu'on trouverait pas a priori problématiques. C'est-à-dire, je pense qu'en journalisme, on a toujours tendance à se méfier de nos propres enthousiasmes aussi. Et je sais pas si c'est une règle implicite ou pas, mais moi, c'est quelque chose que je me suis toujours posé d'une certaine manière, sans même parler de publi-reportage, quoi. Je trouve que c'est plus facile en un sens et plus clair de parler de ce qui dysfonctionne que de s'entraîner dans une aventure où on serait soi-même porté à avoir un regard partial finalement. Merci. Alors, sous le traitement des crises, oui, je suis tout à fait d'accord. On est tous, peut-être, je pense que dans ce prisme-là, je pense à l'Amazonie, par exemple. Qui était pendant 3 semaines à la une des journaux, et puis après les correspondants, ou les envoyés spéciaux sont repartis, et puis ça continue à brûler, ça continue encore à brûler, et personne n'en parle. Je pense pas, en revanche, que ce soit une spécificité française. Je pense que quand vous lisez la presse même espagnole, vous lisez El País, vous lisez la presse allemande, la presse, je pense qu'on est tous un peu dans cette optique-là. On aimerait bien parler de ce qui ne va pas, et malheureusement, effectivement, on parle trop peu des choses qui vont bien, des choses qui sont innovantes. Et effectivement, vous avez raison, Madame, en Amérique latine, aux États-Unis, on a plein de sujets sur les innovations qui se font et qui passent à travers de notre radar. Sur l'Argentine, je pense que malheureusement,
l'Argentine est éclipsée par d'autres actualités en ce moment en Amérique latine, le Venezuela, le Brésil. On verra comment, voilà, si peut-être le Nicaragua va remonter entre guillemets à la une. Donc c'est malheureusement, et je le regrette aussi, on ne parle pas assez, en tout cas en ce qui concerne nous à RFI de l'Argentine. La polarisation des médias, oui. Je pense que ce que nous devons essayer d'éviter, c'est cette piège que nous tenons ces populistes en fait qui communiquent, qui ont développé cette stratégie de communication directe avec le peuple, avec les citoyens à travers Twitter. Donc, si on veut lire, savoir ce que disait Trump ou ce qu'il dit Bolsonaro, on n'a plus besoin d'ouvrir un journal, d'écouter une radio, de regarder la télévision. On regarde juste Twitter. Donc ça pose un défi pour nos journalistes. Je pense qu'une des recettes contre ça, c'est du terrain et encore du terrain, c'est du reportage. C'est ce que nos auditeurs nous disent. Nous, on s'en fout nous, on veut plus de mainstream. On en a marre de Trump. Arrêtez de nous saouler. Avec Trump, nous, on veut savoir comment vit un agriculteur en Bolivie. On veut savoir quel est le quotidien d'un Haïtien qui, depuis 3 semaines, ne peut pas envoyer ses enfants à l'école parce que le pays est complètement bloqué. C'est ça le terrain qui intéresse les personnes et que nous, on aimerait bien couvrir, mais encore une fois, voilà, malheureusement, avec des moyens qu'on a, et ce sont souvent des moyens très, très limités. Beaucoup. Alors malheureusement, on est obligé de conclure et je voulais vous remercier vraiment très sincèrement d'être venus tous les 5 ce soir. C'est une première pour l'Institut des Amériques d'avoir une table ronde journaliste qui parlent pour eux-mêmes et non pas pour porter la parole des autres. Et donc je compte bien faire en sorte que ça continue, voilà, et que c'est vraiment le premier événement d'une longue suite. Merci encore à tous. Merci à vous d'être restés malgré tout et à très bientôt.